Salut tout le monde, bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Actuellement en direct des mondiaux de trail en Espagne à Canfranc, très heureux de vous présenter le premier épisode de la Villa des Mondiaux, une série de podcasts dans laquelle on va tenter de vous faire vivre de l'intérieur les championnats du monde 2025. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'être accompagné par une belle bande avec laquelle nous allons échanger et débriefer cette première journée sur place. Puis en deuxième partie d'épisode, vous pourrez retrouver les entretiens que j'ai réalisés cet après-midi avec Mathieu Batichassani, le médecin et le vidéaste de l'équipe de France, Jean-Baptiste Couder et Rémi Blom, et enfin Thibaut Barognan. Et pour démarrer, j'ai la chance d'avoir avec moi dans ce magnifique petit Airbnb, malheureusement c'est pas une villa mais on est pas mal quand même, Thibaut Delpech, le frère de Mathieu, Lilian Gugliero, entraîneur de Yoann Bojard, Édouard Stavo, le médecin de la Colibri Trail Academy, et pas que, puis Théo Robin bien sûr, le meilleur kiné de France. Comment ça va les gars ? Très bien, pic de forme. Est-ce qu'on parle du pic de forme de Théo actuellement ou pas, qui est actuellement masqué à côté de nous, covidé comme jamais ? On ne sait pas ça. T'as pas fait de test, on ne sait pas. On préfère garder le suspense. Mieux vaut vivre dans le... Voilà, dans le déni, vu qu'on est en chambre à 4. Bon, Thibaut, on était tout à l'heure à l'hôtel de l'équipe de France. Cet après-midi, on a croisé un peu de monde, et notamment ton frère. Comment tu l'as senti, le frérot ? Ouais, il a l'air serein, ils ont l'air tous en forme, dans une bonne ambiance. Franchement, ils ont l'air tous bien à l'hôtel. Ouais, ils sont bien installés. On a vu, c'est un hôtel 4 étoiles, je crois. On a vu, il y a un petit spa, un petit jardin pour se reposer. Fred a été tester la piscine, mais je crois qu'il n'est pas resté longtemps. Ouais. Et puis non, c'était chouette de les croiser un petit peu. On a eu la chance du coup de rencontrer Matt et vous pourrez écouter sa petite intervention à la fin. Les gars, les autres, on a couru aussi un peu ce matin sur le pas très loin du parcours. Vous en pensez quoi du lieu dans lequel se déroulent ces championnats du monde ? Et moi je trouve que c'est un terrain hyper montagne, mais aussi assez varié et que j'ai trouvé assez sec. On dirait ça s'apparente un petit peu au terrain qu'on a aux alentours de Bulle-et-Baronnie. Et en même temps, dès qu'on monte un petit peu plus en altitude, c'est beaucoup plus aride, beaucoup plus dégagé. Et je trouve qu'il fait particulièrement froid. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid sur les championnats du monde cette année. Mais bon, en courant, on était bien, donc c'était plutôt agréable. On rappelle qu'il a neigé avant-hier, il a reneigé un petit peu cette nuit a priori. Mais on a eu quand même une belle journée puisqu'il a fait beau toute la journée et apparemment la neige avait déjà fondu. Edouard, on était à la conférence de presse à midi, tu as découvert un peu cet univers. C'est la première fois que tu viens champion du monde de trail ? Ouais, carrément. J'avais fait championnat du monde de ski en plein hiver avec la neige. Donc là, la neige n'était plus d'actualité aujourd'hui. Mais belle ambiance. Et puis ce soir, on a pu voir toutes les nations aussi. Donc, Ouais, parce qu'on est allé à la cérémonie d'ouverture officielle, puisqu'il y avait une cérémonie d'ouverture un peu officieuse qui s'est déroulée à Raqqa, là où il y a l'hôtel de l'équipe de France. Mathieu vous explique ça un petit peu plus tard dans le podcast. Mais il y avait quand même une cérémonie officielle où on a pu voir un petit peu toutes les nations défiler. C'était assez impressionnant de voir tous les pays présents. Apparemment, il y a 73 nations qui seront représentées. Et on a vu des petits pays comme la Sierra Leone, la Malaisie, Hong Kong, je crois, on a vu. Et on connaît pas tous les drapeaux, faut qu'on révise. Non, là, on n'a pas assez révisé. Mais bon, là, fallait quand même bien les connaître. Taper dans les coins, là. Le drapeau de Saint-Marin, j'aurais pu le trouver, mais j'ai quand même un peu galéré. Théo, toi, qu'est-ce que t'en penses depuis que t'es arrivé là ? Il fait très froid quand même, hein. Ça c'est quand même... Lilian l'a dit, mais il y a aussi beaucoup de vent. Là-dessus, j'étais un petit peu étonné de venir... Je me suis dit, au 20 septembre en Espagne, il va faire beau, il va faire chaud. Et c'est vrai que là, c'est les conditions assez froides. Donc pour les passages en altitude, je pense que certains coureurs... ça peut changer un petit peu la donne pour ceux qui ont des difficultés à gérer le froid. Voilà, sinon, l'événement est plutôt bien. Les montagnes ont l'air magnifiques. Un poil déçu quand même sur la cérémonie d'ouverture où j'ai trouvé ça assez petit sur un parking, il n'y avait pas de tapis, on voyait encore les traces des emplacements de voitures, donc je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un petit peu mieux, mais franchement ça donne envie et puis hâte d'être à demain pour l'ouverture des compétitions. Ouais, concernant la météo, Mathieu il nous disait que ça allait quand même bien faire froid samedi matin au départ du trail long, au départ à 7h, et que en fait, la première montée les amène à 2800 mètres d'altitude au point culminant de la course, et il disait que potentiellement ils partiraient avec les gants. Donc peut-être qu'ils ont
les gens qui ont vécu un été bien chaud vont peut-être un petit peu subir le froid soudain. En tout cas, nous, on le subit un petit peu. Notamment ceux qui ont des syndromes de Raynaud et tout, je pense que ça peut jouer aussi sur l'équipement qu'il faut avoir. Ça peut être un game changer parce qu'un coup de froid dès le début de la course, ça peut être un petit peu compliqué, surtout sur le long où ça va être sûrement. J'ai pas regardé les en détail, mais ça sera sûrement entre 8 et 9 heures, donc ça risque. Ouais, ça sera même bien 9 heures. Ouais, bien 9 heures pour les premiers, je pense. On a demandé à Mathieu là qui partait plus sur Thibaut, tu me diras si je me trompe, mais 9h40. Ouais, 9h40 et Benjamin Roubiol 9h30. Ouais. Je pense qu'en toute humilité, Benjamin nous a dit 9h30, mais Ça a va priori être la gagne homme sera plus autour de 9h10, 9h15. Mais on connaît Benjamin, il est très homme, donc il allait pas nous dire bon je vais claquer moins de 9h, ça c'est sûr. Mais oui, je reviens un petit peu sur la partie cérémonie d'ouverture. Donc, pour avoir vécu une super cérémonie d'ouverture, notamment à Innsbruck il y a 2 ans, c'est vrai que c'était quand même un peu le jour et la nuit. Et alors je sais pas si les athlètes, j'ai pas l'impression que les athlètes étaient frustrés de pas pouvoir y aller. Mais c'est vrai que c'est. Je pense pas. Surtout avec la météo, le fait qu'il fasse froid et tout. Ouais. Parce qu'il y a une belle 2 jours de la course, c'est pas le truc idéal quoi. Ouais. Il y avait une belle différence de température quand même entre Raqqa et Canfranc où il y avait la cérémonie. Mais en tout cas, oui, il y avait quand même pas mal d'athlètes. On a pu voir Peter Engdahl, Peter Frano. On a vu Tony McCann aussi qui courra pas malheureusement, mais qui était là. Donc ça y est, on est lancé là dans le grand bain. Ça vous fait quoi? Parce que du coup, c'est les premiers mondiaux pour un peu tout le monde. Lilian, t'étais à Innsbruck? Ouais, j'étais à Innsbruck déjà. Mais sinon, Théo, c'est ta première fois? Ouais, j'avais pas pu venir à Innsbruck malheureusement il y a 2 ans. Et Thibaut aussi, première fois. Ouais, toujours pareil. Toujours pareil. J'étais pas à 10 ans la première sélection de mon frère. Donc là, je me devais d'être ici. Ah bah Oui, mais c'est oui. ça, ouais. Parce qu'il y a 2 ans, malheureusement, Mathieu n'était pas sélectionné, mais effectivement, il y a sa dernière sélection en junior remonte à il y a 10 ans. C'était où? C'est... Quel pays? Irlande. Non. Ah, j'aurais dit en Angleterre. Et Mais c'était dans le Royaume-Uni. Enfin, c'était. Ouais. D'ailleurs, il avait fait double sélection. Outre-Manche. Il était pas en Andorre aussi? Ah non, en Europe c'est Là, Ah, c'est il va compliqué. aller partout. On n'a pas révisé. Ah, c'était Outre-Manche ou un truc comme ça, c'est sûr. Mais Ah en ouais. tout cas, c'est fou de se dire qu'il y a 10 ans, il faisait sa première sélection. Johan Bojar aussi, Lilian que t'entraînes, peut-être pouvoir parler un peu de Johan. Il avait sa dernière sélection en junior, c'était en 2016 lui. Et quasiment 10 ans plus tard, se retrouver en équipe de France de trail, je pense qu'il doit être un des athlètes les plus heureux quand même de se retrouver là. Ouais, carrément. C'était un objectif qui s'était fixé en début de saison, même déjà fin d'année dernière, on en avait parlé. Et du coup, c'est un bel aboutissement le fait d'avoir eu la sélection. C'est déjà une très très belle victoire. Et puis en plus, c'est un parcours qui lui correspond totalement parce que pour un trail court, c'est quand même relativement long. Et Johan, c'est quelqu'un qui est quand même très résistant musculairement, qui aime bien faire des sorties longues à l'entraînement, qui aime bien faire pas mal de volume. Donc quand il a vu le profil, il s'est dit qu'il allait prendre du plaisir à l'entraînement et le plaisir à l'entraînement est quand même nécessaire pour être performant sur la compétition. Donc du coup, on avait lancé ce projet et il a pris beaucoup de plaisir dans la préparation des championnats de France et aussi sur l'événement. Et puis ensuite, du coup, la transition vers la préparation pour les championnats du monde, elle s'est faite assez facilement. Il a été bien content de son mois d'août, avec même une course de préparation à l'échappée belle qui s'est hyper bien passée et qui était assez proche de ce qu'il allait vivre en termes de temps d'effort. C'est quelque chose, un temps d'effort un peu inférieur, mais ça se rapproche un petit peu de ce qu'il allait vivre aux mondiaux. Et du coup, ouais, bien préparé. Et puis là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était hier et il était ultra motivé et puis les sensations étaient bonnes. Donc ouais, une prépa qui s'est vraiment très très bien passée et même mentalement, je le trouve plutôt bien. Donc c'est hyper encourageant, ça fait plaisir de le voir comme ça à quelques jours de l'échéance. On aura le temps de reparler dans les prochains jours, dans les podcasts, de vous faire des petits pronos et surtout de vous débriefer les courses. Mais moi j'ai une petite question là pour terminer ce premier épisode. Est-ce que d'après vous l'équipe de France va repartir avec le même nombre de médailles qu'il y a 2 ans? Ils avaient remporté quand même 7 médailles, quasiment tous les titres par équipe. Est-ce que vous pensez, par rapport aux athlètes annoncés, peut-être une concurrence qui sera un peu plus rude, peut-être des équipes de France, notamment sur le trail long femme, annoncées peut-être un peu plus faibles qu'il y a 2 ans? Est-ce que vous voyez quand même une belle razzia de médailles pour l'équipe de France? Je pense que par équipe, sur tous les formats, ils vont être forts. Et après, c'est peut-être en individuel qu'il y aura un petit peu moins de médailles que Innsbruck.
Mais bon, il y a quand même des grands favoris. Hein. Tu prends un Louison Coiffé, Benjamin Roubiol, même chez les gars, il y a quand même des belles places qui peuvent se jouer. Peut-être pas la gagne, mais en tout cas, il y aura des belles places. Donc je pense que vraiment en équipe, peut y avoir des super résultats. Les autres, ils n'ont pas d'avis. Tout pareil. Je leur souhaite de faire autant de médailles, mais peut-être j'y crois un petit peu moins. Sur le plan individuel, en effet, il paraissent des fois dur d'aller chercher le podium, même s'il y aura beaucoup de top 10, je pense. Après, moi, je pense que tout peut arriver. Ça reste du trail, un effort vraiment long, avec beaucoup de paramètres. C'est pas plat. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les glucides, l'eau, le froid, comme tu disais, le San Reno par exemple, ça peut handicaper certaines personnes, notamment pour la prise de glucides, ça peut retarder quand on n'arrive pas à ouvrir le gel ou quoi. Donc on l'a vu sur le TMB cette année, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Donc en fait, il y a tellement de paramètres qu'on peut laisser la place à la chance et bien sûr au talent de nos Français. Hein. Il y a quelques grands noms qui se détachent, mais malgré tout, il y a tellement de densité en équipe de France que tout peut arriver. Mais moi je suis assez d'accord avec vous. Là on voit quand même que le niveau, en tout cas la densité du niveau de chaque pays a l'air de monter quand on voit que Sylvain Cachard, qui est l'un quand même des meilleurs coureurs français, si ce n'est mondiaux, il est 17ème cote au départ sur le trail court, c'est quand même franchement impressionnant. Et moi ce que j'ai hâte de voir, c'est de voir si la stratégie de la Fédé d'interdire aux Français de participer aux courses de l'UTMB, même une OCC, alors qu'il y a beaucoup de pays, d'autres pays qui ont autorisé ça. Et donc là, il y aura beaucoup de coureurs qui ont fait l'OCC qui seront présents sur les championnats. Est-ce que c'est une stratégie payante aussi, ou pas? la CCC pour ça. Oui, aussi CC. Bon, UTMB non, parce que c'est sûrement trop long. Mais en tout cas, hâte de voir si cette stratégie a payé. Et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant, même en tant qu'entraîneur, je trouve ça chouette. Ouais, on sait à quel point la fraîcheur mentale, surtout sur ce type d'événement où il y a aussi beaucoup de pression, peut faire la différence. Donc effectivement, tu as souligné une chose très intéressante. En tout cas, on a hâte de voir ça. Merci les gars pour ce premier épisode. On se retrouve tous les soirs de la semaine jusqu'à dimanche. Et puis on vous laisse tout de suite avec les entretiens. Bon, pour ce premier épisode de la Villa des Mondiaux, on est allé voir si Mathieu Delpech se portait bien. Mathieu, tu as fait un petit footing ce matin. Comment tu te sens? Non, je me sens bien. Franchement, le cœur est très bas en endurance. Donc c'est bon signe normalement. Et dès que j'accélère un peu, ça monte bien. Donc ça veut dire que nerveusement, je suis assez reposé, assez frais. Et qu'à la fois, je suis en forme. Donc tout va bien. Est-ce que tu n'es pas trop déçu de ne pas avoir la cérémonie d'ouverture avec un grand défilé dans la ville avec tous les athlètes? Parce qu'on a appris justement, on en parlait dans le dernier épisode, mais qu'il n'y aurait que 2 athlètes qui seraient missionnés pour aller faire la cérémonie d'ouverture. Mais on a appris qu'il y avait une petite cérémonie informelle qui se préparait avec les athlètes. En effet, la PTRA, donc la Pro Trail Runner Association, a eu vent de ces contraintes de déplacement d'athlètes pour aller faire la cérémonie d'ouverture. Et donc, ils ont proposé de faire une petite contre-cérémonie inofficielle et donc de proposer à tous les athlètes de toutes les nations de se rassembler là sur ce jour d'inauguration des championnats dans Raqqa où sont logés quasiment tous les athlètes, donc la petite ville qui est en dessous. Et donc on va aller voir ce que ça dit, potentiellement rencontrer quelques amis dans les équipes étrangères et ça va être sympa. Raconte-nous un peu comment ça se passe à l'hôtel, donne-nous un peu d'inside. Du coup, vous êtes logé avec plusieurs nations. Raconte-nous déjà qui t'es dans la chambre et puis comment ça se passe un petit peu dans cet hôtel. Moi je suis avec Robin Juillaguet, le partenaire. Ça foudroie, ça s'ouvre en deux. Et sinon ouais, c'est une ambiance un peu particulière puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont dans le même hôtel avec nous. Il y a notamment la Grande-Bretagne, la Pologne, le Portugal, la Slovénie. Donc ça fourmille dans tous les sens et on a de la chance d'avoir le staff aussi médical qui est là avec un podologue, un médecin, 4 kinés qui sont là pour prendre soin de nous et tout va bien. Okay. D'ailleurs le médecin qui est Cantalou je crois. Et oui, le JB Couder, on connaît très bien. Top, et les sensations alors comment ça va? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens meilleur qu'aux France? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à sortir une grosse performance aussi comme aux France? Je pense qu'aux France j'étais déjà dans une bonne forme, mais le fait d'avoir réussi à bien récupérer des France, je pense que j'ai pu capitaliser sur cette grosse charge. J'ai pu ensuite réinstaurer ce que j'avais envie. Vraiment la prépa s'est déroulée du mieux, donc franchement j'y vais avec des belles ambitions, même si je reste lucide, hein, comme j'ai déjà dit, je crois que j'ai le 30e index au départ des championnats du monde, donc il ne faudra pas non plus
plus s'enflammer. Et ouais, je me dis que tout peut arriver, je me fixe pas de limite. Malgré ça, j'ai quand même faire une course sage et espérer remonter le plus haut possible. Peut-être qu'on se reverra pas avant la course. Donne-nous un peu tes pronos. Qu'est-ce que tu vois gagner chez les hommes sur ta course et chez les femmes? Moi, je pense que Peter Frano peut créer la surprise. Depuis la Western, il s'est vraiment préparé spécialement pour les mondiaux. Lui qui est souvent assez discret et pas très médiatique. Qui a fait 3ème en 2023, il y a 2 ans. Qui a déjà fait un podium à la CCC, qui a fait 3ème à Innsbruck. Et donc, je pense que c'est un terrain qui peut lui convenir. Et chez les femmes? Et chez les femmes, moi, je mettrais une petite pièce sur Sylvia Nordskar, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner un petit coup à Font-Romeu, qui a fait une très belle CCC, qui a failli gagner, qui s'est fait battre dans les tout derniers hectomètres de descente. Et donc je pense qu'elle va être là pour prendre sa revanche. Merci Mathieu. De rien. Avec Rémi Blom qui est photographe pour la Fédé. Raconte-nous un peu ce que tu vas... Déjà quel est ton rôle précisément et puis qu'est-ce que tu vas faire un petit peu sur la semaine là, des mondiaux. Du coup, on est une équipe avec Alanis Duc photo et moi en vidéo. On bosse pour la fédération du coup toute la semaine pour produire le contenu pour les réseaux sociaux de la fédération et puis tout leur support de communication. Donc voilà, on va suivre un petit peu tous les formats de course un peu en inside avec l'équipe de France. T'es un habitué toi de l'équipe de France? T'étais au championnat du monde là ou à Tokyo ou... Non, il y a plusieurs équipes qui se répartissent un petit peu les événements à la fédération et moi je suis plutôt sur la partie trail, du coup avoir fait plusieurs événements trail et puis un petit peu tout ce qui est championnat de France avec la fédération. Donc pas forcément toujours les événements internationaux qui peuvent être avec d'autres équipes, mais les mondiaux de trail, c'est vrai qu'on les suit depuis pas mal d'années. Puis comme on commence à connaître un petit peu les athlètes et le staff, c'est plus pratique. Ouais, parce que là vous êtes vraiment en immersion avec eux, vous êtes logés au même endroit, vous dormez au même endroit. C'est ça, ouais, on est vraiment intégré à la délégation, donc on a accès aux réunions, à la partie médicale et tout ça, ce qui est normalement plutôt réservé vraiment aux délégations, donc on peut vraiment faire des contenus avec eux privilégiés pour raconter un petit peu la semaine de l'équipe de France. Trop bien, merci, bon courage. Merci à toi. Bon, histoire incroyable, on vient de rentrer dans l'hôtel pour aller voir quelques personnes et là, qu'on croise sur la terrasse, peinard, face à la piscine, en train de, pas faire des longueurs mais en train de bosser dur. Le Bach Hassan, qu'est-ce qu'il raconte le Bach Hassan? Il raconte que tout va bien. Tout va bien, je m'apaise en faisant des petits trucs pour le taf qui m'épanouissent, sans deadline tu vois, mais juste des trucs sur lesquels je sais pas, je suis épanoui de bosser et genre ça me fait pas penser à la compète et je me dis il y a une compète samedi mais en vrai je retrouverai ces trucs qui m'épanouissent dimanche, lundi, mardi, mercredi et Mathieu il a fait la sortie enfant ce matin mais on a vu qu'avec Louison et nous on a fait la sortie senior. Ouais, vous avez fait une belle sortie quand même, c'est pas trop... ça fait quoi, 2 heures, un peu plus? 2 heures et on a fait 18 et 1100 à la cool. Non, moi je fais toujours une sortie un peu plus longue, la semaine de la course. Genre là, J-3 ça m'allait bien. Par contre tu vois là on a fait un voyage hier, moi je suis parti à 6h40 de Lyon, de Lyon et je suis arrivé à 21h à Canfranc. Ouais, c'est vrai que ça. Tu penses que ça peut jouer un peu sur l'état pas de forme sur de dimanche, Sogan mais sur les sensations d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai senti que j'étais un peu collé. Mais du coup, je pense que faut ça faire va. le dos rond. Déjà, La stratégie, c'est le dos rond. T'imagines, tu fais le dos rond avant le kilomètre 0. C'est compliqué. Non, gros, c'est juste que ça va remonter. Vraiment zéro stress, ça va remonter. C'est tout pile le bon moment. Je pense que c'est le bon moment. Avant, tu tergiverses trop. Là, J-3, c'est bien. Même limite, je me demande si le trail court, c'est pas mieux encore. À J-, quoique, peut-être un peu tôt. Non, c'est parfait là. Bon, avec un Cantalou qui est médecin de l'équipe de France. JB, raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton rôle là sur une semaine comme les mondiaux. C'est quoi un peu tes missions principales avec les athlètes? Alors tout d'abord en fait on a une équipe médicale qui est composée donc d'un médecin, de 4 kinésithérapeutes et un podologue. Le but en fait on a plusieurs missions. La première bien sûr c'est d'assurer le suivi un peu médical puisque les athlètes on les connaît depuis environ 2 mois maintenant. On a eu des stages de Rocco, on a eu le stage de Briançon, donc ça permet d'avoir un vrai suivi longitudinal et d'arriver à Canfranc en ne découvrant pas des pathologies, en essayant vraiment d'être le plus réactif possible en amont. Donc il y a vraiment le suivi médical que l'on fait depuis plusieurs semaines, qu'on poursuit ici.
il y a tous les soins de récupération et d'optimisation de la performance en vue des différentes échéances de cette semaine. Et on aura aussi un travail de logistique parce qu'en fait l'équipe médicale on nous sollicite beaucoup pour tout ce qui va être ravitaillement au cours des trails courts et des trails longs. Donc on va voir après avec les athlètes qu'est-ce qu'ils veulent au cours des différents ravitaux, essayer de s'adapter un maximum si jamais ils ont un problème pendant la course. Toi, tu as le droit d'intervenir sur un ravitaillement s'il y a un pépin ou quelque chose qui se passe? En dehors des points de ravitaillement, c'est interdit. J'ai pas le droit de toucher les athlètes. Sûr, ouais. Et sur les points de ravito, alors moi je serai pas sur un point de ravitaillement, ce sera les kinés qui y seront. L'idée en gros moi ça serait de me mettre un petit peu en amont du ravitaillement, environ une dizaine de minutes au-dessus, de manière à ce que quand les athlètes passent, si jamais ils ont un problème, ils me le crient et comme ça me permet de faire passer l'information au point de ravitaillement juste après, de manière à ce qu'on puisse préparer par exemple un bout de strap si une cheville est un peu tournée ou un désinfectant si le coureur est tombé et qu'il a une plaie qui suinte un petit peu. Donc voilà, mais on a le droit de les toucher qu'à ce moment-là et pas en dehors des points de ravito. Rapidement, comment on devient médecin de l'équipe de France de trail? Parce que je sais que c'est pas ta première expérience en tout cas avec l'équipe de France. C'est quoi un peu les passerelles qui t'ont permis de devenir médecin de l'équipe de France? En fait, il y a pas mal de chances quand même, et puis il faut répondre à des opportunités. Moi, de mon côté, j'ai fini mes études de médecine en 2015. J'ai fait ensuite médecine du sport à la fin de mon cursus en 2017-2018. Et à la fin de mes années de médecine du sport, en fait, on te demande de faire un stage qui dure plusieurs jours. Et donc j'avais rempli différentes missions à droite à gauche dans des hôpitaux, dans des services de médecine du sport. Il me restait quelques jours aussi à combler et j'avais fait la connaissance à l'époque de Stéphane Bergzol, qui est devenu un ami, qui était l'ancien médecin des équipes de France, qui était aussi le directeur médical de l'UTPMA. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui, c'était en 2018. Tu y étais aussi, on s'était vu à Peñagolosa. Et j'avais fait donc le stage de pré-mondiaux et les mondiaux là-bas, et ça s'était bien passé. Et ensuite, des fois, quand Stéphane s'absentait, je répondais à la sollicitation de la Fédé pour venir sur des stages. Et puis quand Stéphane est parti l'année dernière, parce que bon, ça faisait 10 ans qu'il était là, il avait envie d'autre chose, ils m'ont proposé le poste et donc j'ai répondu positivement. Et en fait, en parallèle, je continue aussi de m'occuper un peu de la piste. Et donc voilà, je fais à la fois le trail et à la fois la piste à la Fédé d'athlée. Est-ce que tu es rémunéré pour ça? Oui, on a une petite rémunération. Alors, au cours en fait, on a une rémunération en tant que référent nationaux. Parce que du coup, je suis référent du trail et de tout ce qui est hors stade. Donc 100 km, 24 heures, trail et course en montagne. Donc pour ça, on a une petite rémunération à l'année, mais qui est vraiment pas très conséquente. Et après, ensuite de ça, quand on est ici à Canfranc ou sur des événements, pareil, on a une rémunération à la journée en tant que prestataire médical. Donc voilà, après, voilà, je sais pas si je peux donner exactement les tarifs, mais en tout cas, c'est par rapport à une activité libérale, qu'elle soit en tant que médecin ou en tant que kiné, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la passion avant tout, quoi. Top, merci JB. Avec Thibaut Barognan à la cérémonie d'ouverture. Thibaut, raconte-nous un peu ce que tu fais à Canfranc. Salut Alex, salut tout le monde. On est ici avec Fred Bousseau pour le live, donc le canal français. Donc il y a un seul canal qui va diffuser les courses. Et puis après il va y avoir 3 flux avec 3 langues différentes. Donc nous on aura le français évidemment sur les 4 jours. Donc toutes les courses vont être rediffusées sur 8 Mont Blanc et sur YouTube. Et donc tu as le rôle de consultant, Fred un peu plus le rôle de journaliste. C'est un truc qui t'a tiré depuis un petit moment. Tu penses que tu vas être bon là-dedans ou pas? Ouais, je vais essayer d'amener le terrain sur le plateau, quoi, et amener mon expérience. J'ai couru ici déjà, donc voilà, je connais aussi bien les gars, notamment de l'équipe de France et les filles évidemment. Donc voilà, amener un peu l'expérience sur le plateau. Et puis non, en fait ça s'est fait un peu dernièrement. Fred cherchait quelqu'un pour l'accompagner, donc comme il savait que j'étais encore en reprise, ça tombait bien. Et puis j'avais prévu de venir aussi pour supporter les copains, donc ça fera une autre expérience. T'es arrivé là en début de semaine, t'as pu faire quelques recos. Le parcours du coup tu l'as dit, t'avais fait le format 45 km il y a quelques années, que t'avais remporté je crois. Ça serait quoi un peu les grandes lignes à donner sur le parcours? Sur les 2 parcours, c'est des parcours très alpins. Sur le parcours court, c'est un parcours qui se court mais qui va se courir autour de 5 heures quand même. Un peu moins certainement pour les meilleurs. Donc c'est quand même un parcours long
où il va y avoir un peu de gestion sur le début de course. La fin est quand même très technique, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. La dernière descente est très longue. Donc ouais, il va falloir être vigilant jusqu'au bout et je pense que ça va être une belle course serrée. Et sur le long, c'est très alpin, très technique, pas très technique. Il y a des parties très techniques, il y en a d'autres alpines où ça se court, mais ça va être en perfusion, en permanence de cailloux. Donc pareil, la vigilance devra être optimale jusqu'au bout. Et c'est un parcours usant, déjà rien que la distance et le dénivelé. On voit que ça va être dur, mais on a allé repérer le côté français avant-hier et c'est vrai que ouais, c'est usant, ça demande vraiment d'être très complet. Est-ce que tu vois nos petits Français être devant et potentiellement aller chercher autant de médailles qu'à Innsbruck en 2023 ? Je pense que chez les filles, ça sera un peu plus compliqué sur les deux formats trail. Après, chez les gars, c'est vrai qu'on a les 2 chances de médaille d'or et sur le court, je pense que ça pourrait être vraiment une grosse partie collective, peut-être moins individuelle, mais en tout cas collectivement, on est hyper dense, donc ça c'est hyper chouette. Et puis sur le long, évidemment, il faut aller chercher conserver cette médaille. Je pense qu'il y aura une grosse bataille avec les États-Unis, les Italiens aussi peut-être. Et donc ouais, on a des fortes chances de médaille d'or des 2 côtés. Top, merci Thibaut. Merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce premier épisode de la Villa des Mondiaux. Un grand merci à notre partenaire Sidas qui va nous accompagner toute la semaine et qui nous permet de réaliser cette série d'épisodes. Sidas, c'est la référence et les experts en solutions de confort pour les pieds qui proposent des semelles, chaussettes et protections adaptées à toutes les activités et notamment le trail et qui accompagnent quelques-uns des plus grands athlètes de la discipline qui seront présents aux Mondiaux comme Jim Wamsley, Caitlin Fiedler ou encore Lucie Germain. Profitez de 20% de réduction à partir de 25 € d'achat sur le site sidas.com avec le code LTQA20. On se retrouve demain pour l'épisode 2.